Afficher la salle d'attente. Hop, hop, hein. Bonjour tout le monde. Je vois qu'il y a des gens qui sont arrivés de bonne heure. Bonjour Séverine, bonjour William. D'accord. Bienvenue sur cette deuxième journée des Ludovia 3. Faut chose comme ça. Est-ce que ça enregistre? Ah, ça a lancé l'enregistrement automatiquement. Trop bien. Alors, on est un peu en avance. Ouais, ça me laisse le temps de préparer. D'accord. Bon. Alors, William, tu es dans quel coin? Et Séverine, tu es dans quel coin? Alors, pour moi, Séverine, d'abord bonjour. Bonjour. Je suis en Suisse, à D'ac- Aigle, de l'autre côté du lac. D'accord. Où ça? En Suisse? À Aigle, juste à côté de Montreux. D'accord. Ah ben, je connais un peu parce que je vais du côté de Brigue 2, 3 fois par an. Ah ben, je suis à la frontière valaisanne. D'accord. Et ben là, j'y vais au mois de mai. Là. J'étais en train de justement de leur écrire le 8 mai. Ah, Ils font une journée à une distance. Et je serai à Ludovia Suisse au mois c'est bientôt là, c'est au mois d'avril. ouais, tout Voilà. à fait. Et je dois intervenir, alors, je ne sais pas à quel niveau tu es, mais à l'Association internationale de pédagogie universitaire suisse, la session suisse, avec sa directrice qui est, c'est pas bien, je me rappelle plus. Donc, on a un petit cycle de webinaire aussi spécifique pour les universitaires suisses qui débute là, pareil, mi-avril. Voilà. Ben, moi, j'ai deux fonctions. Je suis enseignante en école pro pour du Ouais, commerce et je suis coordinatrice pédagogique numérique pour la DGEP. Ça veut dire pour le canton, je forme mes collègues à tous les outils numériques et à l'IA. d'accord. Alors, pour la petite histoire, j'étais invité à la Foire du Valais pour parler d'intelligence artificielle. Ah bah voilà. Oui, alors chez nous, c'est un peu une obligation parce que ça fait partie maintenant des nouveaux objectifs du Conseil fédéral et Ah ouais. l'intégration du numérique et de l'IA fait partie des objectifs des écoles. Ouais, c'était sympa parce qu'ils attendaient une quinzaine de personnes. On s'est retrouvé à 160, donc c'était pas mal. Ouais, ouais, Voilà. ouais. Chez nous, ça intéresse beaucoup de monde, tout ça. À la Foire du Valais, ouais. C'était à Montigny, je crois, la À Foire du Valais. Martigny, tout à fait. Martigny, voilà, Martigny. Exact. Eh ben, Voilà. impeccable. Et j'ai vu qu'il y avait quelqu'un de Saint-Chamond. Alors attends, il faut que j'affiche. Qui c'est qui est de Saint-Chamond? William. D'accord. Saint-Chmeur, on dit par chez nous. Je sais pas comment tu dis, toi, mais Saint-Chmeur. Euh, c'est ça, bah voilà. D'accord. Impeccable. Bon, on va attendre Eric pour lancer la session du jour. Ah bah voilà, hop, autorisé. Euh, hop, 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 hein. Et puis, il est où mon support? Mon support, je vous ai préparé quelque chose. Alors, ça, on va se lancer dans des considérations un peu prospectives sur cette session. Hop, autorisé. Faut que je coupe le son parce que j'ai deux ordinateurs en fait, parce que après, je vais lancer les sessions. On a plusieurs sessions en parallèle. Et sur mon deuxième ordinateur, j'entends que ça fait beaucoup de bruit. Voilà, on va couper ça. Ça sera plus simple. Et je vais mettre. Hop, je vais appeler Eric. Eric, 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 Eric. Autorisé. Hop, hop. J'ai accepté tout le monde. Ouais. Normalement, je crois que si vous voyez passer des gens, vous avez le droit d'accepter. C'est la grande communauté de Ludoya. Pop, 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 tout le monde a le droit de venir. Euh, on est déjà 7. Donc, je pense que je vous ai donné les droits d'accepter des collègues qui arrivent au fil de l'eau. Mm, mm. Non, c'est pas support, là. Je parle pas de ça aujourd'hui. Oh, boulette.
Ouais. On t'attend ou pas? Ah, d'accord. Bon, on t'attend là. À toutes. Euh, hop, hop. On est un peu en avance. Bah, du coup, j'ai pris des habitudes suisses. Tu vois. Je suis toujours à l'heure. C'était pas le cas avant. Autorisé. Mm. Voilà, il est là. T'as vu la page que je t'ai fait pour récupérer les ceux d'hier? Ah, sur WhatsApp, tu m'as envoyé? Ouais, je pense, ouais. Je vais regarder là. Donc, J'étais en train de. tu as une page par intervention. Certains, tu as déjà le résumé. Et pour télécharger le fichier, c'est sur Notion. Donc, tu fais clic droit sur fichier. Sinon, ça va t'ouvrir la vidéo. Donc, le temps que. Voilà. Ok. Et tu fais télécharger. Ou sinon, ça t'ouvre la vidéo. Tu as trois petits points en bas et tu fais télécharger et tu récupères la vidéo. Et j'ai découpé la première qui avait trois quarts d'heure de trucs. Je l'ai découpé. La DNE. La présentation sur la DNE. Ok. Sinon, tout le reste, c'est impeccable. Super. Allez, on est chaud pour la deuxième journée. On est chaud pour la deuxième journée. On est déjà 10 en avance. Attends, pourquoi il y a ma batterie qui. Attendez, bougez pas. Il n'y a plus de batterie. Ça, c'est le truc. Non, Ça, c'est c'est le pas truc ça, con. mais elle me fait un logo vert, tout va bien. Donc, j'ai jamais vu sur ma batterie en vert sur mon ordinateur. Bon, bah écoute, Espère quand même, j'ai dû faire Christophe. une mise à jour et maintenant ma batterie apparaît en vert. Hein, sur les ludoviales, il faut un espère. Hein. C'est là, ça devient Ah, ouais, ouais. tendu. Hein. Ah bah, hier, j'ai commencé fort, ma caméra marchait pas. Donc, Ouais, tu me diras, je rigole, mais j'ai qu'une seule caméra. non, mais en fait, j'avais ouvert je sais pas quoi derrière et voilà. J'ai pas vu que j'avais une autre fenêtre sur une autre visio et donc du coup sur le Teams ça marchait plus. Bah, ok. Ok, hein. Eh ben, écoute, on va y aller. Donc l'idée de cette présentation cet après-midi, c'était de prendre un peu de recul, comme on a fait un peu hier soir avec Eric sur qu'est-ce que l'IA change au niveau de la durabilité du numérique. Hein, il y a des choses qui risquent d'être impactantes dans les jours qui viennent. Aujourd'hui, je vous propose de faire un petit focus sur qu'est-ce que l'IA change, ce qu'on commence à apercevoir au niveau des métiers, au niveau de l'économie, au niveau des processus métiers, et on va rentrer de façon globale et détailler sur certains, faire des focus sur les métiers, c'est-à-dire les métiers sur lesquels on forme nos élèves, nos étudiants. Et donc, du coup, on voit un petite ou grosse migration sur les compétences. Et donc, ça va induire un petit peu sur nos processus à nous, comment on doit former nos élèves, nos étudiants. Voilà un peu le cheminement de cet après-midi sur lequel je veux vous mener. Voilà, alors après cette petite introduction, moi je fais ça et il faut que je vous partage mon écran. Alors, sauf que là, j'ai mis l'intro, il faut mettre la fin, voilà. Si je fais ça, je ne vous vois plus, donc il faut que je fasse ça. Hop, partager l'écran, c'est celui-là. Hop. Ah bah, il y a Hélène qui vient d'arriver. Si Hélène est là, on peut y aller. Hein. Hop, on t'attendait plus que toi, Hélène. Alors, c'est donc le deuxième jour des Ludoviales. Donc, l'idée, c'est ça, c'est regarder ensemble un petit peu l'impact de l'IA sur la société, sur l'économie, sur les métiers, et par conséquent sur les jobs que les étudiants, les élèves vont trouver en sortant de nos boutiques, et donc sur ce qu'on doit leur enseigner pour qu'ils rentrent un peu mieux en adéquation à ce que le marché de l'emploi attend de leur part. Donc, on va faire ce grand tour. Eric, tu peux accepter les gens, je pense, qui arrivent au fur et à mesure. Autoriser. Ah bah en plus, c'est Audrey. Hop, je pense que tu as la possibilité de le faire. C'est bon ou pas, tu vois? J'ai pas ça, moi, en fait. Bon, alors attends, je suis encore accepté. Il y a Priscilla qui arrive. Voilà. Ouais, peut-être je suis trop rapide. Hop. Ouais, moi, je suis sur la version web, donc j'ai pas trop la Ah, main. d'accord. Ok, bah, je vais Tu essayer de m'avais faire mis les deux. administrateur, hein, mais je suis Ouais, pas, comme je suis pas normalement, ouais. Normalement, ouais. mais comme je suis pas sur l'application, je pense que ça doit Moi, je vais pas. jongler entre les deux, entre
ma diapo est le truc. Donc, l'idée, c'est de faire un petit focus, je ne vais pas dire macroéconomique, mais un peu regarder deux, trois paramètres, deux, trois impacts, deux, trois retours de terrain qu'on commence à observer, en gardant à l'idée cette cinétique qui est ultra rapide, ce qui est notable. Hein. Je commence avec la même slide que hier soir. Ce qui est notable dans l'IA par rapport aux autres vagues d'innovation qu'on a connues, l'arrivée du web, l'arrivée du smartphone, l'arrivée des réseaux sociaux, l'arrivée des MOOC, l'arrivée de ceci, de cela dans le monde de l'éducation, c'est la vitesse à laquelle ça arrive. La cinétique est hyper rapide. Presque le milliard d'utilisateurs en moins de 3 ans pour ChatGPT. Bon, ça risque de diminuer par la suite, mais quand on regarde dans les classes, quand on regarde dans les institutions, alors plutôt côté élève que côté enseignant, on a des taux d'usage qui sont, moi, avec les étudiants en master, c'est du 100%. Quand on regarde des études dans les universités, en fonction si c'est sciences humaines, sciences de l'art, sciences sociaux ou ingénieurs, ça varie de 90 à 100%. Les taux d'utilisation par les étudiants, aussi bien en licence, un peu moins qu'en master, et en doctorat aussi. Donc, on a des gros impacts. Et donc, ces impacts, ça se répercute aussi dans le monde, dans la vraie vie. Hein. Ce n'est pas que des choses théoriques, ça se répercute dans le monde de l'économie. Et donc, d'un point de vue prospectif, des éditeurs de solutions IA nous disent, ben voilà, attendez, j'ai un bug d'affichage, il y a quelqu'un dans la file d'attente ou pas? Oui, il y a plusieurs personnes, bougez pas. Hop, hop, Franck, voilà. Ça a un impact sur la vraie vie, hop, sur un impact sur les métiers. Les métiers vont énormément changer. Donc là, Microsoft qui a sorti le mois dernier une première étude en fonction des usages que eux ils observent sur Copilot à partir d'Office 365 ou des choses comme ça. Et ils ont sorti une liste des emplois les plus touchés d'après ce qu'ils observent, d'après leurs pratiques, d'après les usages de leurs outils qu'ils mettent à disposition. Donc, avec 3 paramètres. Le premier, c'est la couverture, fréquence à laquelle les tâches associées à un emploi apparaissent dans les conversations de copilote. Donc, on est vraiment sur l'analyse de ces outils-là. Sur la complétion, c'est l'achèvement, fréquence à laquelle copilote accomplit avec succès ces tâches. Donc, les gens utilisent l'IA et il y a un taux de réussite des tâches faites par l'IA. Et le score global, c'est l'applicabilité de l'IA, mesure combinée de l'adéquation de l'IA pour soutenir ou effectuer des tâches dans un rôle donné. Et donc, ils ont fait catégoriser les métiers par rapport à ces 2 paramètres-là, avec le score global, donc c'est 3. Et le premier, et ce n'est pas la première étude à dire ça, les premières familles de métiers impactées, c'est tout ce qui touche le domaine de la traduction, que ce soit traduction orale, traduction écrite, plutôt écrite pour l'instant, mais ça va arriver sur l'oral. Donc, c'est des métiers on risque d'avoir, qui ont déjà un fort impact dans l'avenir sur leur métier. Il y a un fort impact sur leur métier. Les historiens, donc voilà aussi. Dans les ventes, les écrivains, tout ce qui tourne autour de l'écrit, tout ce qui est customer service représentatif, c'est animation de communauté, avant-vente ou des choses comme ça, téléphone opérateur, tout ce qu'ils font en neuf, c'est formation du coaching à la maison, coaching individuel et des cours du soir pour voilà. En 10, c'est les métiers autour de la publicité, de la radio, de la musique. Enfin voilà, il y a tout un ensemble de métiers. Eux, ils ont dit, voilà, il va y avoir un impact très fort pour ces métiers-là, pour ces 40 métiers-là. Donc en 35, par exemple, je vois les web développeurs, et ça, on y reviendra. Donc ça, c'est une première étude. Microsoft, voilà, j'analyse les corpus de conversation dans Copilot, j'analyse les tâches qui sont demandées, la réussite des tâches qui sont demandées. Par rapport à ça, je vois que l'IA fait le job à tel niveau pour ces emplois-là. Donc ça, c'est une première liste de métiers. Deuxième liste de métiers, là, c'est une étude un poil plus prospectif. C'est les métiers où l'IA devrait être massivement utilisée, par exemple en informatique, dans le business, dans la finance, et qui n'intègrent pas encore à 100%
l'IA telle qu'elle pourrait le faire. Donc en bleu, c'est dans ces métiers-là ce que l'IA est capable de faire, et en rouge, c'est aujourd'hui ce qui est fait avec l'IA. Donc il y a un petit delta, même si ça va très vite, il y a encore ce delta-là. Donc la vitesse sur les métiers, l'impact des métiers est moins rapide que la vitesse d'appropriation et d'utilisation. Mais on voit certains métiers où vraiment tous les métiers du management, du business, des mathématiques, de l'informatique, Du secrétaire d'architecture, d'ingénierie. j'ai écrit des livres. Ah, il y a un bruit bizarre. Attendez, je vais couper les micros. Hop. Hop. Je ne sais pas qui c'est. Bon, bref, je continue. Tous ces métiers-là, vous voyez en bleu, donc il risque d'avoir un fort impact sur ces métiers-là. Alors, ce qui est marrant, c'est que avant l'arrivée des IA génératives, toutes les études montraient que le monde de l'éducation ne serait pas fortement impacté par l'arrivée de l'IA et par le numérique. Depuis l'arrivée de l'IA générative, ça a un peu évolué. Donc, c'était quelque chose où on était à l'abri, entre guillemets, dans le monde de l'éducation sur l'impact lié au numérique. Genre, il aurait fallu toujours des profs, même s'il y a des cours en ligne, même s'il y a du numérique, même s'il y a des visios, même s'il y a des cours. Voilà. Là, depuis l'arrivée de l'IA, là, ça a quand même pas mal bougé. L'impact dans le monde de l'art et du média. J'ai rencontré il n'y a pas très longtemps à Barcelone quelqu'un qui s'appelle un DJ, Franck. Parce qu'on dit, tu te rappelles le nom du gars? Joachim Garraud. Joachim Garraud, voilà, merci Franck. On est en discussion avec Joachim Garraud. Joachim Garraud, c'est un DJ comme techno, comme qui un peu dans le style French Touch. Ouais, puis on n'est pas très loin d'un David Guetta. Il fait les grandes scènes, il fait le Burning Man, il fait Tomorrowland. Donc il est peut-être un peu moins connu du grand public, mais c'est une grosse pointure de l'électro. Voilà, donc une pointure d'électro, on se discutait avec lui et je lui dis quel est l'impact de l'IA sur ton métier, sur la créativité. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup avec les IA génératives, notamment avec Suno. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Suno, c'est une IA comme ChatGPT. Enfin, ChatGPT génère du texte. Suno est capable de vous générer de la musique avec de la musique. Je vous dis, je vais faire un reggae, les paroles, les machins, ça va vous faire votre parole à vous avec votre reggae à vous. Et puis, vous pouvez choisir un peu comment vous faites votre reggae. Et Suno, pour la petite histoire, est une des premières maisons d'IA générative à signer des accords avec Warner Music pour dire, voilà, je m'inspire leurs IA sont entraînés sur les disques des artistes. Donc, je parlais du reggae, c'est Bob Marley ou des gens comme ça. Et moi, j'arrive sur Suno, fais-moi ma petite chanson à la façon de Bob Marley. Et Bob Marley, le pauvre ou ses héritiers, ne touche aucun droit sur la musique que moi, je vais générer. Je m'inspire de lui, mais il ne touche pas de droit. Et Suno c'est la première IA générative à faire un accord avec une maison de disques. Les gens qui sont chez Warner Music toucheront des droits de ces Suno. Alors, si par exemple Bob Marley, il est chez Warner Music, moi, quand je vais payer mon IA pour générer une musique à la façon de Bob Marley, Suno va donner de l'argent. Tout ça pour en revenir à Joachim Garraud, qui me disait, effectivement, ça change énormément mon boulot. Et moi, je travaille avec Suno, je collabore avec eux, et je trouve génial, je vais beaucoup plus loin. Donc, c'est un créatif, dans la génération de la musique, dans la façon de faire, dans la façon de pratiquer. Donc, avec Thierry, on est en train de monter un petit webinaire sur la créativité IA avec Joachim Garraud côté musique, et le deuxième, c'est Étienne Mineur, qui est prof au Gobelin, qui lui est plus dans l'univers de la création numérique, dans le graphisme. Qu'est-ce que ces nouvelles technologies, l'IA, change au niveau créativité? Donc là aussi, ça a un impact fort. Et pour la petite histoire, il est en train de bosser avec Suno sur Oxygène 50 pour les fans, pour fêter l'anniversaire des 50 ans de Jean-Michel Jarre sur l'album Oxygène. Voilà, je ferme ma parenthèse création et médias. Si à chaque fois je pars dans tous les sens comme ça, on est mal barré.
Les métiers les moins impactés, les métiers de la restauration, un peu moins dans la vente, un peu moins dans l'agriculture, la construction, etc., etc. Donc, on voit un potentiel d'impact sur les métiers, d'usage sur les métiers qui changent, puis qui sont plus ou moins grands. Mais il y a quand même un invariant là-dessus, c'est des métiers sur l'analyse, la réflexion, le traitement des données. Entre guillemets, ce que dans les médias, on appelle l'école blanc ou des choses comme ça. Donc ça, c'est une vision un peu macro de la chose. On peut aller voir dans le détail sur quelles sont les tâches qui vont être automatisées métier par métier. Hein. D'un point de vue prospectif, c'est toujours dans la même étude d'Anthropic, qui est l'éditeur de Claude. Donc, par exemple, sur la programmeur informatique, l'exposition élevée à 75%, c'est la partie écrire, mettre à jour et maintenir des logiciels. Si je caricature un peu, les programmeurs, ils apprenaient à faire le code, les structures et à taper, à faire rapidement du code, à faire. Il y a même des concours, vous tapez sur YouTube concours de coding. Le gars, ils sont sur une scène comme ça, il y a des milliers de geeks qui regardent sur la scène, et il y a un gars qui est sur son écran comme ça, sur son clavier, qui fait du code, et les gens ils font waouh, il a fait une boucle, et ils applaudissent. Voilà. S'il y a des trucs comme ça qui existent, ben ça aujourd'hui, l'IA ira beaucoup plus vite qu'eux pour le faire. Alors, je ne vais pas encore dire mieux qu'eux, mais beaucoup plus vite qu'eux pour le faire. Et donc, c'est un impact assez fort. On va y revenir sur le métier de codeur. Représentant de service à la clientèle, c'est consulter des clients, fournir des informations, prendre des commandes, traiter les commandes, les plaintes, les retours clients. Ben, c'est quelque chose qui va être impacté aussi. Opérateur de saisie, les tâches automatisables, c'est lire des documents, les sources, saisir des données dans les systèmes. Spécialiste des dossiers médicaux, ben, c'est compiler les données, extraire et coder les données pour les patients. Analyse d'études marché, spécialiste du marketing, ben, les tâches automatisables, c'est préparer des rapports, les illustrer des données graphiquement, traduire des résultats complexes en texte écrit, etc., etc. Donc, on voit qu'on a un certain nombre de tâches qui, dès aujourd'hui, avec le niveau des IA actuels, ont un impact fort sur les métiers, sur certains métiers. Pas sur tous les métiers, mais sur certains métiers qui sont automatisables. Et autre chose importante, là, j'ai mis en référence, je vous mettrai le lien de mon support. Au mois d'octobre, on a eu une série de conférences sur l'IA au Collège de France qui sont super intéressantes, notamment celle de Philippe Agion, qui est prix Nobel, qui a eu le prix Nobel l'année dernière d'économie, sur les travaux autour de l'innovation. Est-ce que l'innovation crée de l'emploi? La problématique, elle est là. Est-ce que l'innovation, dans un premier temps, détruit des emplois, mais elle permet de recréer derrière de nouveaux emplois, avec de nouvelles choses, de nouvelles compétences dans de nouveaux domaines. Donc, c'est Schlumpeter qui avait fait un économiste qui avait travaillé sur les cycles d'innovation avec l'arrivée des métiers à tisser automatiques qui avaient détruit à Lyon, comment ça s'appelle, les gens qui faisaient de la soierie. Donc, mais on a créé des métiers de gens qui fabriquent les machines, on a fait ça évoluer. Donc, lui, son discours, c'est que c'est la croissance générée par les innovations crée de nouveaux métiers et crée de l'emploi. Donc, prospectivement, il dit on va avoir la même chose avec l'IA. L'IA va générer une croissance supplémentaire par rapport à ce qui était prévu initialement. Donc, on a un effet IA qui va apparaître. Donc, c'est sa théorie. Donc, l'IA a un fort potentiel de croissance. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a un gros problème qui va freiner cette croissance, c'est les monopoles qui existent. On a 3 gros acteurs mondiaux sur les marchés occidentaux, parce que les Chinois, on ne sait pas trop encore comment ils se positionnent à ce niveau-là, parce qu'ils proposent de l'open source. Mais on a 3 gros acteurs mondiaux, c'est Amazon, Google, Microsoft, qui sont qui vont des facteurs de frein de l'innovation. Quand on a des acteurs comme ça, plus il y a des acteurs, plus il y a de croissance, moins il y a d'acteurs. Ces acteurs vont essayer de récupérer cette croissance pour eux et vont être un frein à la croissance. Donc ça, ils voient déjà
par rapport aux innovations initiales où il y avait beaucoup d'acteurs, là déjà, l'innovation se fait au niveau concentré sur des acteurs qui sont déjà concentrés sur le numérique. Donc, ça sera une innovation moins impactante, avec moins de croissance que ce qu'on avait pu observer au préalable. Et surtout, il y a un autre facteur de limitation. Attends, Aurélie. Ah, voilà. Il y a un autre facteur de limitation, c'est le fabricant de matières premières, d'infrastructures de l'IA qui est NVIDIA. C'est le seul pour l'instant. Lui, il n'a pas de concurrence. Donc, c'est lui qui fait un peu aussi une limitation aussi sur, ils imposent NVIDIA, de fait de leur infrastructure, de ce qu'ils proposent, un certain modèle d'IA. Hein, c'est ce qu'on a évoqué hier soir avec Eric dans la conférence sur le modèle énergétique, c'est-à-dire que leurs cartes, ils vendent des cartes avec énormément de puissance de calcul, donc les algorithmes sont faits en utilisant énormément cette puissance de calcul-là. C'est pas optimisé, c'est pas la meilleure façon de faire, c'est pas la façon la plus économique. On est parti la plus écologique. On est parti dans ce délire-là. Donc, il y a deux facteurs impactants limitant la croissance. C'est déjà les monopoles sont installés, les acteurs de cette croissance, c'est pas des nouveaux, c'est des gens qui sont installés parce qu'il faut énormément d'argent. Donc, ça va être limitant sur l'IA. Donc, il y a ça dans son discours. Et il expose aussi la même chose, les métiers plus impactés, mais cette fois-ci, non pas seulement en fonction de l'IA, mais en fonction du coût du métier. C'est-à-dire qu'il y a les métiers qui coûtent cher, ils sont plutôt par là, et que la possibilité d'emprunter l'IA peut se les remplacer, c'est plutôt ici. Donc là, c'est le coût d'exposition en l'IA, les tâches respectives. Attends, j'ai un autre graphique, c'est les tâches respectives. Donc on retrouve d'après lui, un peu les mêmes choses que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Les métiers d'analyse, d'un point de vue juridique, un métier d'utilisation de la data, les architectes, les interprètes, les journalistes, les graphistes. Donc là, c'est des métiers qui risquent d'être fortement impactés. Et tout ce qui est ici, comptable, secrétaire. Donc tous ces métiers-là risquent d'être impactés. L'aide ménagère, beaucoup moins, et votre concierge, beaucoup moins. Donc ça, c'est sa vision à lui. Donc là, il y a la conférence. Et donc l'idée, c'est, on voit que ces métiers, cette technologie est là pour être en concurrence, dans certains cas, des métiers sur lesquels on forme nos étudiants, voire même les remplacer. Et donc ça inquiète quand même les gens, jusqu'à quel point on va accepter ça. Donc là, je vous ai sorti un sondage de la semaine dernière qui organise le sondage de la population aux US, qui font ça de façon assez récurrente. Vous avez une liste de 100 questions qui sont posées, et j'en ai extrait les réponses sur l'IA. Pensez-vous que l'IA, c'est quelque chose de positif ou de négatif? Quand on regarde, ce n'est pas un emballement de la population, là c'est nord-américaine, hein, des Américains. Déjà, ils sont eux-mêmes assez sceptiques par rapport à ça. 12 et 33, ça fait 45. 45, déjà presque la majorité qui disent on ne sait pas trop, les 15% ils ne savent pas, et puis 24% ni oui ni non. Voilà, des positifs et vraiment positifs, c'est 17%. Donc déjà, on commence à se poser des questions au niveau de la population. Et est-ce que vous pensez que les progrès de l'intelligence artificielle entraîneront une augmentation, une diminution du nombre d'emplois disponibles aux États-Unis? Là, les gens, ils ne sont pas dupes. Déjà, on se dit qu'il va y avoir une diminution des emplois qu'on va nous proposer aux États-Unis. Alors, toujours dans cette analyse un peu macro, j'ai trouvé 3 exemples intéressants d'évolution des métiers sur LinkedIn. Quelqu'un un consultant, mais c'est des choses qu'on retrouve un peu ailleurs. Il y a un petit Larsen là. Voilà. Donc, je vous ai mis les liens dessous, là, donc je les donnerai. Et en prenant des exemples de la vie concrète où la DRH dit « Oh là là, on a supprimé notre contrat de cabinet et son assistance RH fait en 2 heures avec un agent IA, ce que le prestataire arrivait à faire en 3 semaines. »
Donc, il y a des gens, ils disent, certaines tâches, on arrive vraiment à avoir des choses, c'est assez choquant. Donc, j'ai plus besoin de prendre de prestataire pour me faire ça. Le tri de CV, par exemple, qui était fait à la main, l'IA le fait en quelques secondes, sans biais de disponibilité. L'intermédiation aveugle, c'est quand l'agent IA veut croiser les profils aveugles, les profils LinkedIn ou les scores de compétences. Ça peut être fait par l'IA. Le placement de col blanc, les intérimaires occupent des postes 40% plus exposés à l'automatisation que le reste du marché. Donc là, il y a aussi des choses qui vont évoluer. C'est pour ça qu'il y a la tour de Adecco et Manpower qui sont là. Quid des intérimaires qui sont vraiment exposés à l'automatisation. Et donc, par rapport à ça, passer du placement au diagnostic, une évolution de métier. Lui, s'il voit dans l'évolution de ces métiers-là, dans la RH, il voit trois évolutions. Avoir des garanties sur juridique, travailler plus sur le juridique. Enfin, voilà. Donc, il pressent au niveau de la RH, en fonction de ce qu'il observe sur le terrain, les fonctions des use cases, des choses comme ça, au niveau de la RH, de la DRH. Donc, c'est des choses, c'est des compétences qui sont en train d'évoluer. La même chose sur toutes les boîtes qui font de l'audit dans les entreprises, du conseil dans les entreprises, du KPMG, du Deloitte, des boîtes comme ça, où il y a des outils IA maintenant qui sont vendus, qui sont intégrés, qui sont capables de faire le même boulot et pour beaucoup moins cher. Donc, lui, ce qu'il voit, c'est que les petits cabinets de consulting, hein, même s'ils sont pas très spécialisés, ils sont très menacés par rapport à ça, où l'IA peut faire leur travail en quelques minutes au lieu, eux, de facturer plusieurs semaines de boulot. Donc, c'est des choses qui sont observables dès aujourd'hui. Donc, il y a des petits soucis par rapport à ça. Et donc, les évolutions qu'il voit, là aussi, bon, alors, je vais faire en 3 points, mais c'est des évolutions sur ces métiers de conseil, de suivi. On peut prendre un autre exemple encore marquant. Chez moi, à l'université, c'est impactant parce que c'est les premiers qu'on voit à l'université vraiment inquiets dans les réunions qu'on a avec les profs, c'est les profs d'informatique, les profs de programmation. Ils me disent waouh, mes étudiants, ça sert à rien que je les forme à faire du code parce que l'IA fait mieux et plus vite qu'eux. Mais par contre, il faut que je trouve les compétences que je dois développer parce que si l'IA ne fait pas aussi bien, comment ils vont apprendre à programmer l'IA, comment ils vont apprendre à se servir de l'IA, comment ils vont détecter s'il y a un truc qui ne va pas le faire, comment ils vont mettre en œuvre. Ça, c'est des choses à faire tout de suite. Les étudiants qui avaient un challenge à faire du beau code, ils sont démoralisés par voir qu'un étudiant qui est un peu moins bon qu'en coding, qui était la compétence qu'il fallait avoir, pisser du code. Lui, il l'avait pas, mais son copain, il l'avait. Non, lui, il l'avait et son copain ne l'avait pas. Et il se rend compte qu'au final, son copain fait des meilleurs programmes que lui. Aïe, ça pose voilà, ça me démotive, j'ai plus envie de faire ce boulot. Donc, on est aujourd'hui face à des choses comme ça. Hein, des réactions des étudiants. Alors, je parle en licence informatique, maîtrise informatique, ces niveaux-là, développeurs. Donc, on a cette problématique qui apparaît au niveau de l'université, mais aussi au niveau des entreprises qui voient qu'il se passe des choses, qu'il y a des demandes qui changent, les services qu'ils ont proposés qui vont évoluer. Le développeur en lui-même, la pyramide se mange d'abord par le sommet des développeurs, c'est ce que l'IA change, l'expertise codable, puis c'est du code, c'est une commodité. Si la valeur de la personne du codeur repose que sur la capacité à écrire du code que l'IA écrit plus vite, la compétence que vous avez, elle n'est plus rare, elle est partout. C'est pas quelque chose, vous n'êtes plus la perle, tout le monde, une grande partie des gens peuvent arriver à faire du code maintenant. Par contre, le développeur de demain, il faut qu'il ait une autre vision de son code. Il faut qu'il ait une autre interaction avec les clients. Il faut qu'il ait... donc, c'est des compétences qu'il n'avait pas forcément aujourd'hui, sur lesquelles on s'appuyait, sur lesquelles on recrutait, sur lesquelles les gens venaient dans les formations. Je sais faire du code. Ce n'est pas la compétence primordiale, mais avoir une vision du projet que je vais mettre en œuvre, avoir une vision de l'écosystème dans lequel je vais le mettre en œuvre, avoir la compréhension des demandes des clients, savoir interpréter la demande des clients, avoir une vision de ce qui est possible.
Ça, c'est des compétences qu'on avait un peu, mais qu'il va falloir développer beaucoup plus pour ces métiers-là. Donc, ça change la façon de mettre en œuvre et voir le métier et les compétences que les enseignants, sur lesquelles les enseignants vont former des étudiants. Et donc, là, on ne va pas manquer aujourd'hui, jusqu'à présent, manquer de codeurs, de gens qui savent faire du code. Et maintenant, la vision, c'est on va manquer de gens qui pensent avant de coder. Donc, avoir cette vision-là. Voilà. Le problème, ce n'est pas le code, c'est un problème de décision. Donc, il y a des nouveaux métiers qui vont arriver pour mettre en place des choses comme ça, un code fonctionnel. Donc, il y a un grand bouleversement sur certains métiers. Alors après, il y a des gens qui ont des visions un peu... alors c'est l'ancien patron, c'est Yvon Gattaz, les avis d'Yvon Gattaz, c'est l'ancien patron du CNPF, le patron des patrons, je crois, on dit comme ça. Donc lui, il dit qu'il faut former les gens en l'IA, il faut produire de l'IA et pas seulement en consommer. Donc bon, une vision un peu passée passer de cette évolution-là, mais il y a des gens qui pensent comme ça. Et là, nos étudiants, ils commencent à avoir des choses. Je parlais des développeurs informatiques, là, je vous donne un exemple. Ça, c'est une étude qui montre que les jeunes... Alors ici, il faut la voir comme ça. C'est le niveau de recrutement des développeurs informatiques aux États-Unis, tout confondu. Et à partir de l'arrivée des IA génératives et du code, on voit que les juniors, donc ceux qui sortent des universités, sont moins recrutés à hauteur de 20%, là on descend à 80%, que les gens avec un peu plus d'expérience et un peu plus de bouteilles. Alors les juniors, ça va jusqu'à 30 ans. Il y a une diminution à 30 ans. Donc un junior, qu'est-ce qu'il faisait dans les boîtes? C'est celui qui faisait du code, c'est celui qui a des tâches un peu basiques, des tâches qui sont automatisables, des tâches d'analyse, de synthèse. Ça, les IA peuvent le faire. Donc là, je vous montre, parce que j'étais parti dans un atelier sur les informaticiens, au niveau des juristes, c'est pire. C'est-à-dire qu'on est là, ce n'est pas 20% de baisse, c'est 80% de baisse de recrutement des juniors dans les bureaux d'avocats. Les bureaux d'avocats aux US, recruter des juniors pour faire des tâches de juniors, bouffer du dossier, faire de la synthèse, faire de l'analyse, faire du tri, détecter les erreurs, détecter les trucs, voilà. L'IA peut le faire beaucoup mieux qu'un junior, du coup, ça coûte moins cher et c'est des IA qui font le job. Et on continue à embaucher des gens, mais moins des juniors. Et ça, c'est un impact réel. Moi, je discute avec les étudiants, ils se rendent compte. L'année dernière, en novembre 2024, j'avais demandé à mes étudiants qui utilisent l'IA. 100% des élèves, alors c'était en Master 1, en STAPS. 100% des étudiants présents dans la salle, ouais, on est sur une IA. Laquelle? 100% de ChatGPT. Et, ah bon? Ils ne connaissaient rien d'autre. Et 30% payaient un abonnement pour accéder à ça. Je dis, mais pourquoi vous payez? Ah, parce que ça fait le boulot à notre place. Et puis, on fait beaucoup de demandes dans la journée, on dépasse les quotas, donc on préfère payer. Et comme ça, on a le temps d'aller boire des bières. Donc ça, c'était novembre 2024. Je dis, mais les gars, si l'IA fait le boulot à votre place, vous pensez qu'à la sortie, on va vous embaucher s'il y a un truc qui fait le boulot à votre place? Bon, ça n'avait pas l'air trop les tracasser. Même question. Et moi, par contre, ça m'avait fait très peur, ce niveau de réponse. Je dis, oh là là, on est mal barré. J'ai même question en octobre 2025 sur les mêmes étudiants, enfin le même niveau d'étudiants, les nouveaux étudiants qui sont arrivés dans cette promotion. Ils sont des centaines quand même. Et qui utilise les IA? Paf, toujours 100%. Qui utilise ChatGPT? 40%, un peu moins. Je dis, ah bon, tiens, qu'est-ce que tu dis? Ah ben moi je suis sur Mistral, ah ben moi je suis sur Perplexity, ah moi je suis sur Claude, ah ben moi j'en utilise plusieurs. Qui paye? 0%. Ah, puis et là, avec des réflexions en discutant avec eux, ah ben moi je fais attention, faut pas que ça fasse le boulot à ma place, il faut que ça m'aide, faut pas que ça me remplace. Voilà. Donc déjà, il y a eu un recul chez nos étudiants sur les usages. Quand je vous parlais de choses très rapides, alors peut-être je suis tombé sur une promo de Surdoué, ça m'étonnerait, mais on ne sait jamais. On est sur une évolution très rapide. C'est rare de voir des évolutions aussi rapides dans les usages, dans les pratiques des étudiants. Là, c'est un an d'écart, des évolutions beaucoup plus réfléchies et matures.
en prenant le recul, on s'est fait avoir avec les réseaux sociaux, on se fait avoir avec les TikTok, des choses comme ça, donc il faut qu'on fasse attention. Donc, et avec cette notion-là, j'ai entendu dire que les juniors étaient moins pris, et j'ai entendu dire qu'il fallait que je sois plus malin que les IA, sinon on prenait l'IA que. Donc déjà, il y a, sur un niveau motivation, aux côtés des étudiants et des élèves, je pense que c'est quelque chose, on peut ressortir ces études-là qu'on montre. Alors, ça va peut-être pas durer, hein, c'est peut-être temporaire, mais c'est assez pertinent de leur montrer ça, et ça a été assez, pour mon cas, assez efficace. Autre évolution, alors celle-là un peu plus grande, ça c'est une courbe qui montre que les Américains titulaires d'un diplôme universitaire de master représentent aujourd'hui 25% des chômages, des gens en demande de job. C'est le niveau le plus élevé depuis 1992. Et ce chiffre a doublé depuis 1900, ici, depuis 2008, 2008, on était moins de 10, moins de 15%, là, autour de 10%, on est au-delà on est à 25% aujourd'hui. Donc là aussi, le diplôme n'est plus une garantie d'emploi. On est dans cette tendance-là, dans cette évolution-là. Et donc, pour nous qui formons des bac plus 3, bac plus 5, bac plus 8, ça pose question. Et on voit aussi une tendance, alors je n'ai pas les chiffres, sur les salaires. On a la même chose sur les salaires de tout ce qui était consulting, ingénieur, développeur, qui commence à être moins élevé qu'il n'était auparavant. Sur les juniors sont recrutés encore plus bas, sur les salaires plus bas qu'auparavant. Donc, c'est des choses, des tendances qui commencent à s'inscrire au niveau économique. Sur les usages, pour chercher du job, il y a beaucoup d'étudiants aussi qui cherchent c'est un peu vite, qui utilisent les IA pour chercher du job, pour s'orienter. Et quand on discute ça, c'est une étude qui est sortie assez récemment de diplômés hauts sur l'utilisation de l'IA par les jeunes lycéens, cette fois-ci, et dans le cadre de l'utilisation de Parcoursup. Pourquoi vous utilisez l'intelligence artificielle? Pour avoir des réponses rapides, pour rédiger la lettre de motivation, ça c'est 28%, pour avoir des résultats, tous les résultats au même endroit, donc avoir dans tout le même chatbot, 27%, donc et que ce soit plus pratique, pour avoir un avis neutre, bizarre comme réponse, parce que c'est plus facile d'échanger avec un chatbot qu'avec un adulte. Voilà, un peu les usages autour de l'IA. Et donc, tout ça, ça a un impact sur la façon dont, sur notre métier à nous, sur l'enseignement. Si je reprends l'alignement pédagogique, avec Brix, la théorie de l'alignement pédagogique, entre les méthodes pédagogiques que moi j'utilise, les apprentissages visés et les méthodes d'évaluation que je mets en place pour voir si j'atteins mes objectifs. Normalement, on doit avoir une certaine cohérence. Les dispositifs qu'on avait jusqu'à présent étaient plus ou moins cohérents. Et les apprentissages visés, c'est-à-dire les compétences, sont en train d'évoluer. Donc, les compétences sont en train d'évoluer. La compétence métier n'est plus forcément la même, pas dans tous les métiers, mais tout dans les métiers d'analyse, de réflexion, de traduction, d'interprétation de données, de codage, de créativité. Donc, tout ce qui fait marcher un petit peu les parties cognitives un peu hautes de la pyramide de Bloom, ça a un fort impact. Donc, les compétences sur lesquelles on doit évaluer nos étudiants, elles sont en train de changer, elles sont en train d'évoluer. Est-ce que c'est motivant pour un étudiant d'être évalué sur la compétence à faire rapidement du code? On peut se poser la question. Est-ce que c'est motivant pour un étudiant d'être, alors je restais dans le domaine du code, d'être évalué sur en général sa compétence rédactionnelle, sachant que avant, il y en a qui étaient très doués en rédaction, ils avaient de meilleures notes depuis longtemps que leurs camarades dans la classe.
et ils se rendent compte que les copains dans la classe ont des meilleures notes qu'eux en rédaction. Parce qu'eux, ils n'utilisent pas l'IA, et ceux qui utilisent l'IA, bah, la compétence rédactionnelle a augmenté. Donc ça pose ces problèmes-là. Ça pose aussi un autre souci dans le monde enseignant, c'est quelles sont les nouvelles compétences dans les métiers que mes étudiants vont faire. Alors on nous dit, ouais, esprit critique, analyse, machin, mais c'est un peu trop large comme chose comme ça, comme compétence. Il faut rentrer un peu plus dans le détail, un peu plus dans les évolutions qu'on est en train d'observer pour dire quelles compétences spécifiques dans ce domaine-là on va avoir besoin. Mes étudiants vont être obligés de développer ces compétences-là par rapport à ce qu'on avait au métier ou par rapport, ça fait 30 ans que je forme mes étudiants comme ça. Maintenant, il y a quelque chose qui a changé. Quelles sont les nouvelles compétences, les nouveaux savoirs sur lesquels je dois le faire bosser? Et ça, c'est pas évident parce que il faut décider, et le cycle de décision dans nos institutions, il est assez long. Il n'est pas hyper rapide non plus. Donc, là, les étudiants, quand ils rentrent chez nous à l'université, ils en ont pour 5 ans. Le métier de développeur informatique, parce que je suis parti là-dessus, dans 5 ans, ce ne sera plus du tout le même que ce qu'il est aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il faut former des étudiants avec une base scientifique et après ils se débrouillent, ou déjà anticiper ces nouvelles compétences, développer cette vision, développer la notion d'architecture, développer ces nouvelles compétences pour lui donner, qu'ils soient encore plus outillés par rapport à ce que demandera le marché de l'emploi avec l'IA. Parce que si je reste sur les compétences actuelles, ils risquent de ne pas trouver de boulot aussi. Donc, il y a cette problématique-là, qui est vraiment une problématique assez compliquée, qui perturbe nos enseignants beaucoup. Après, il y a ceux qui disent il faut le théorie, s'il n'y a pas la théorie, sans la théorie, on ne fera jamais rien et on va rester là-dessus. Et après, c'est à eux de se débrouiller. Bon, c'est une façon de voir. Et ceux qui ont des préoccupations un peu plus poussées que ça, en disant vraiment, il faut qu'on analyse ce qu'on veut faire, on analyse le rôle de l'IA, ce que ça peut apporter, analyse ce que lui, il peut apporter. Et donc, il y a un travail à faire par rapport à ça, en discutant avec ceux qui ont cette vision qui commence à arriver, des nouveaux emplois, des nouvelles compétences dans les entreprises, dans les secteurs qu'on a évoqués précédemment. Alors, et ceci, ça pose d'autant plus un problème que les IA, elles ne sont pas forcément alignées, elles, avec le fonctionnement de l'université. Parce que dans alors, je vous ai montré l'université Humboldt. Humboldt, c'était un pédagogue allemand de la région de Saxe, si ma mémoire est bonne, en 1860 et quelques, qui avait écrit sur le monde universitaire. Et c'est sur ses travaux à lui un petit peu que l'université, des fondations de l'université des Accords de Bologne, l'université européenne actuelle, se base sur ces travaux-là. On retrouve beaucoup des fondations de ce qu'il a pensé déjà dans ces années-là. C'est pourquoi on vient à l'université, et ça, c'est des compétences de base, c'est effectivement avoir développé la pensée critique. Cette compétence est déjà importante, développer l'individu, avoir qu'il ait assez de réflexion par rapport à ça. L'IA, est-ce que ça développe la pensée critique? Pas du tout, parce que ça donne un gloubi-gloubla de pensée globale. Et donc, ça ne génère pas de pensée critique. Donc, il y a un désalignement entre comment on doit former nos étudiants, les objectifs qu'on s'est donnés sur les compétences qu'on veut développer et les outils qu'ils vont utiliser. Ça va, vous voyez, ça ne va pas le faire. Deuxième chose importante à l'université, ou dans les enseignements d'aujourd'hui, c'est développer une pensée originale. Parce qu'on est dans un monde qui bouge, on est dans un monde qui va très vite, dans un monde où il y a plusieurs technologies, dans un monde de complexité. Il faut arriver à faire la synthèse de tout ça et former à nos étudiants à développer la pensée originale. Si on reprend les travaux de Bloom sur la pyramide de Bloom, c'est le 6e niveau, la créativité, la mise en œuvre, etc., etc. On est vraiment dans cette chose-là. Et quand on regarde comment sont faites les IA, comment elles fonctionnent aujourd'hui, les IA génératives,
au niveau de l'écrit, elle se base sur des choses qui existent, elle calcule la probabilité de créer un texte par rapport à des textes existants. Et donc, il n'y a rien d'original là-dedans. Le contexte change un petit peu, mais il n'y a pas d'idées nouvelles qui peuvent apparaître intrinsèquement des IA parce qu'elles mélangent des choses, elles sont entraînées à partir de choses qui existent. Donc, la pensée originale, développer la pensée originale avec un outil qui vous fait des statistiques sur des choses qui existent déjà, c'est compliqué. Vous voyez, là aussi, ce désalignement-là qu'on peut observer. Un des axes aussi de l'université, un des actions, c'est apprendre à gérer et transformer des contextes et des problèmes imprévisibles. 80% des choses peuvent être effectivement automatisées. 80% des tâches qu'on fait dans une journée, on les fait sans trop réfléchir, mais il y a entre 5, 10, 15, 20% des choses qui sont imprévues, qui n'étaient pas dans le manuel, qui ne sont pas dans les normes, qui ne sont pas ceci, cela. Donc, quelque chose d'assez imprévisible. Et donc, c'est là que la valeur ajoutée des étudiants, de développer des compétences par rapport à ça. Et gérer l'imprévisible. L'IA, elle n'est pas faite pour gérer l'imprévisible, puisque là aussi, elle est constituée à partir des choses qui sont déjà faites. Donc, là aussi, on a un désalignement entre les objectifs des IA et de leur fonctionnement et de ce que nous, on veut donner aux élèves, à nos étudiants. Autre problème par rapport à ça, dans les universités, dans les écoles, on est là pour aider à construire le caractère individuel de la pensée de la personne. Qu'il soit capable de penser par lui-même, d'avoir ses propres idées personnelles, de les mettre en œuvre, de réfléchir par lui-même et pas de subir ou d'être influencé, d'être son libre arbitre, développer son libre arbitre. Là aussi, il y a, elle va en compte de ça, toujours parce que les textes qui sont générés, c'est fait à partir d'idées, de choses qui ont déjà été écrites, de textes qui ont été déjà mâchouillés. Voilà, on n'est pas du tout sur cette construction autour du caractère individuel. Et le plus gros problème qu'on a, nous, dans la culture de l'enseignement, surtout dans le supérieur, mais peut-être aussi un peu dans les lycées, peut-être un peu moins dans les collèges, c'est l'écriture comme exploration et développement intellectuel. C'est le processus assez totem chez nous à l'université. Le plus symbolique de ça, c'est la thèse. Pendant plusieurs mois, à la fin de 2-3 ans, plusieurs mois de 2-3 ans de recherche, l'étudiant doit poser sa pensée et la faire évoluer en écrivant, en posant sa pensée sur un document qui s'appelle la thèse. Sa thèse est ensuite lue par 2 rapporteurs. Il regarde si ça va, et puis ensuite il passe défendre ses idées devant un jury de thèse. Donc c'est l'écriture, et là, pour construire un raisonnement, pour poser un raisonnement. Vous avez la même cette façon de penser autour de l'écriture, la prise de notes en classe. C'est un peu la même chose. On va poser les choses, on va poser en écrivant. C'est quelque chose dans la culture de nos établissements, la prise de notes, l'écrit jusqu'à présent. Alors, moins dans les nouvelles générations. Déjà, ça avait commencé un peu à baisser, mais on est dans cette culture-là, dans les universités. Le mémoire de master, c'est la même chose. En mémoire de master, on apprend, l'étudiant doit poser sa pensée, la construire en écrivant sa pensée. Et là, on voit que l'IA vient contrecarrer tout ça. Et donc, nous, enseignants, tous les enseignants, tout ce qui était structuré autour de l'écrit, ont beaucoup de problèmes. C'est panique à bord chez les directeurs d'école doctorale. Les rapporteurs, ils arrivent en fin de processus, ils disent « Oula, mais c'est quoi ce document que le thésard m'a remis de 800 pages ? Il y a des paragraphes, ça ne correspond à rien. Il y a des références biblio, c'est pas bon. Il n'y a pas de cohérence. C'est quoi ce truc-là ?» Et c'est à 3 mois de la soutenance. C'est pas possible. Dans les mémoires de master, c'est pareil. Voilà, mais jamais mes étudiants n'ont jamais écrit des trucs aussi bien. C'est pas eux qui l'ont fait. Est-ce que c'est leur pensée? C'est pas leur pensée? Je sais pas. Il y a eu le cas encore en octobre dernier à Paris-Sorbonne, où une étudiante a donné un mémoire de master pour obtenir le niveau d'avocat, pour être avocate. L'université a dit « Ah non, mais c'est pas elle qui a écrit, c'est l'IA ».
je ne vous donne pas le mémoire. Alors, le service TIS de Paris-Sorbonne fait, on ne peut pas dire que, on ne sait pas si c'est écrit ou pas avec l'IA, on ne peut pas le certifier parce que l'anti-plagiat ne marche pas. Ouais, mais on s'en fout, on ne lui donne pas le. Je caricature, je ne sais pas s'ils ont dit on s'en fout, mais on ne lui donne pas le mémoire quand même. Donc, du coup, l'étudiante, bah, elle avait l'avis du service TIS en disant que, pouf, il ne savait pas. Et puis, elle allait au tribunal en donnant Paris-Sorbonne n'a pas de charte IA. L'utilisation de l'IA n'interdit pas l'IA pour la construction du mémoire. Donc, en référé, l'étudiante a gagné. L'université Paris-Sorbonne a dû donner le mémoire à l'étudiante, valider le mémoire d'étudiante pour avoir son diplôme d'avocat. Là, elle a fait un beau TP, hein, l'étudiante, pour valider son diplôme. Elle a été jusqu'au référé. Et l'université, c'est pas dans mon règlement, j'ai interdit pas l'IA, c'était pas prévu dans le règlement, j'ai de l'anti-plagiat, j'ai ceci, mais la corrédaction, voilà. Donc il y a du job à faire, ça va jusque-là. Mais chez nous, alors encore, moi je suis dans une université scientifique, alors j'imagine que tout ce qui est sociologie, sciences humaines, des choses comme ça, c'est beaucoup plus impactant dans ces domaines-là, parce que l'écriture est une compétence importante, poser sa pensée avec l'écriture. Aujourd'hui, comment je construis, je pose ma pensée, je fais évoluer ma pensée avec ces outils-là. Ça, c'est des choses à développer, ça, c'est une nouvelle façon de réfléchir, et on commence à avoir des pistes où on pose d'abord une réflexion manuellement, avec des concepts, des notions, on en discute entre nous, et ensuite on co-construit avec l'IA. Par contre, si on demande, et ça marche plutôt pas mal, il y a Margarida qui va sortir Romero qui va sortir des résultats autour de ça, qui montrent comment bien utiliser les IA, comment on peut faire des choses intéressantes, à condition de ne pas faire une dévolution, à condition de ne pas faire un sous-traité de les IA, son travail écrit, mais de réfléchir avec. Mais ça, c'est compliqué pour les étudiants. Mais c'est des méthodes qu'on doit leur apprendre, c'est des méthodes que nous-mêmes, on doit intégrer dans la façon d'enseigner. C'est du spécifique, c'est cas par cas, mais il y a un travail à faire autour de ce travail de l'écriture. Il faut que j'avance parce que... il y a une base aussi importante dans ces fondations de l'université, c'est que l'apprentissage et le développement est un processus social. C'est Bandura qui disait, on apprend toujours seul, mais jamais sans les autres. On apprend toujours seul, c'est un processus interne, mais jamais sans les autres. Si j'apprends, c'est parce que j'ai une contrainte familiale, c'est parce que j'ai envie d'avoir un métier, c'est parce que je veux épater quelqu'un, c'est parce que je veux progresser dans la... Voilà, il y a un impact social fort et les campus doivent avoir cet impact social fort. Pareil, les IA, quand on est tout seul devant un écran et on discute avec un chatbot, on n'est pas dans un processus social. Quand on est tout seul sur son ordinateur à poser des questions à ChatGPT, on n'est pas du tout dans un processus de développement dans un processus social. Donc là aussi, cette façon de travailler vient contrecarrer un petit peu ce que proposent les universités, les fondements de l'université. Alors, quelque chose un peu plus long, je vais prendre un peu plus de temps pour le lire, c'est que de façon générale, l'étudiant est encouragé à développer son individualité. Hein, si je reprends un peu les éléments que je vous donnais avec la pensée critique, la pensée originale, construire son caractère individuel, acquérir responsabilité et autodétermination par l'usage de sa raison, voilà. Mais également devenir un citoyen du monde, préoccupé par les grandes questions de l'humanité, que sont la quête de la paix, de la justice ou encore les échanges entre cultures. Donc ça, c'était en 1860. Donc aujourd'hui, on peut adapter ces choses-là, ces grandes idées-là. C'est aujourd'hui, c'est quel le point, ce qu'on vient de voir jusqu'à présent, le développement économique, il est très, très fort, mais il ne va pas toujours dans le bon sens. Le développement écologique, c'est ce qu'on a vu hier soir. Là aussi, toutes ces technologies qu'on utilise, on ne va pas non plus sur la raison, sur un avenir heureux. L'innovation n'est plus vue comme source d'évolution. L'innovation, c'est de la pollution, c'est des gens qui gagnent plus d'argent, mais ce n'est pas un progrès en soi. Le progrès, c'est vivre plus longtemps, c'est vivre heureux, c'est vivre riche. Ça, c'est le progrès. L'innovation n'est plus source de progrès.
L'innovation, c'est des contraintes, c'est du néocolonialisme parce qu'on prend en capte les flux financiers, c'est plus de pollution, c'est l'appauvrissement des richesses, voilà, c'est plus de CO2 dans l'atmosphère, c'est moins de temps pour profiter des autres. Enfin voilà, l'innovation n'est plus vécue comme source de progrès par la majorité de nos étudiants. Et avec l'arrivée de l'IA, ça risque de s'amplifier aussi autour de ça. Il y a des problèmes d'éthique qui sont liés aussi avec les IA qui vont piquer les trucs, qui font le boulot à votre place. Donc, ça pose aussi pas mal de soucis par rapport à ça, comment sont faits les IA. Et ça nous pose aussi pas mal de questions autour du juridique. Moi, j'ai évoqué l'exemple du mémoire à Sorbonne en mémoire en droit pour devenir avocat, mais ce n'est pas le seul souci que les IA nous font. J'ai évoqué Suno avec Warner Music, des accords. Il n'y a pas encore des accords généralisés sur l'exploitation des données par les IA. Donc, est-ce que ça va arriver ou ça ne va pas arriver? C'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. Voilà. Donc, il y a toutes ces problématiques à réfléchir, à prendre en considération pour faire évoluer alors au quotidien nos pratiques sur la formation en classe, mais de façon plus générale sur les programmes, sur ce qu'on enseigne, sur comment on l'enseigne et quels sont vers là où on veut aller, les compétences qu'on veut développer. On avait prévu avec Eric quelques minutes de discussion. J'étais comme d'habitude trop bavard, mais je vais m'arrêter là et puis on va poser 2-3 questions. On a encore 5 minutes avant de passer sur autre chose. Ou s'il n'y a pas de questions, je vais dans... Ah si, je vois qu'il y a des points rouges. Hop. J'ai un souci d'ordinateur, ça, c'est pas une question. Désolé par le retard, c'est pas une question, pas de problème. Je dois. Ah ben non, vous n'avez pas de questions. Donc voilà, c'était ma vision un peu économique de l'impact sur l'économie, donc l'impact sur, à terme, les attentes des entreprises ou du système à la sortie de nos écoles, les compétences sur lesquelles on doit faire bosser évoluer nos formations, nos élèves, plutôt, pas les formations. Pourquoi vous n'utilisez pas la méthode AIS? Alors ça, c'est une méthode. Moi, là, je vois des évolutions. Après, il y a celle-là, mais il n'y a pas que celle-là, il y en a d'autres. Sur la réflexion, comment faire évoluer les formations. Alors, Monsieur Fourcault, tu es avec nous encore? Je te vois tout figé. Hop, hop, hop. Ah. Ouais, je sais pas. Si je résume, pas trop de changements pour les... Non, je suis pas d'accord, Eric. La partie développer l'esprit critique, développer l'individualité, apprendre à gérer les choses pas prévisibles, apprendre à poser sa pensée avec l'IA et pas remplacé par l'IA, ça c'est des fondements importants dans le K12. Donc, non, j'ai du mal à m'expliquer. Alors, j'ai trop insisté sur le supérieur, mais ça doit être des choses qui doivent être acquises. C'est des compétences qu'on doit commencer à développer. La prise de notes, moi, je me rappelle, on commençait à apprendre la prise de notes à partir de la 6e. Alors, je pense qu'après, moi, mes gamins, après, c'était plutôt au niveau du lycée. Après, ça a encore reculé. Mais c'est des choses dont on prend considération en amont. Bon, ben, j'ai été trop clair, pas clair du tout, je sais pas. Non, ben, je vais à toutes. Ouais, ça a été très clair. Merci Hélène. Eh ben, hop, hop, hop.
Ok, bah, impeccable. De toute façon, vous avez toujours mon mail sur l'écran partagé. Vous avez mon site web, vous me trouvez sur les LinkedIn, sur les Ludovias, un peu partout. Si vous voulez continuer cette conversation, il n'y a pas de problème, je suis à votre disposition. Bah, je vous laisse passer à vos ateliers. À tout de suite parce que j'ai lancé les ateliers en même temps. Merci, à la prochaine.